Ok, je crois que il est l'heure. Nous allons commencer. Donc, D'accord. bonsoir, chers participants, et bienvenue à ce 32e webinaire. Ce webinaire est, par appel, organisé par le cabinet Fidali dans le cadre de son initiative Café des Alliés. J'ai l'honneur ce soir de modérer ce webinaire et avant tout propos, il convient quand même que nous respections les salutations d'usage. Donc, je suis Rwamba Romual, assistant RH au cabinet Fidali, et je tiens à vous remercier pour le temps que vous avez pris pour rejoindre cette session importante et autour du thème gestion des conflits. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur Mwende Aristide Sawadgo, un expert consultant en médiation et gestion des crises, qui partagera avec nous ses connaissances et son expertise autour de la gestion des conflits. Au cours de ce webinaire, nous explorerons les différentes formes de conflits, leurs causes, les stratégies efficaces pour les résoudre et j'en suis convaincu, au sortir de ce webinaire, nous aurons les outils pratiques pour améliorer nos compétences en gestion des conflits et par la même occasion et améliorer nos relations professionnelles et personnelles. Je réitère encore mes mots de remerciement et je souhaite à chacun une expérience riche en connaissances et pour la bonne marche de ce webinaire, je vais donner quand même quelques consignes. Donc, la première consigne que je vais donner est de laisser les micros fermés pendant la présentation de M. Sawadgo. La deuxième consigne, c'est de lever la main pour poser la question, pour poser une question après la présentation, quand nous allons ouvrir la phase des questions, après la présentation de M. Sawadgo, voilà, c'est de lever la main ou de poser la question dans le chat. Voilà. Donc, nous allons demander aussi à M. Justin de muter tous les micros pendant la présentation de M. Sawadgo. Sur ce, je vais donner la parole à M. Sawadgo pour le début de sa présentation. Monsieur Sawadgo, vous avez la parole. Merci bien, Monsieur Rwamba. Bonsoir à tout un chacun de vous. Bonsoir au modérateur, bonsoir à Monsieur Ouedraogo Justin, bonsoir chers participants et bienvenue à ce webinaire. Comme le modérateur vient de le rappeler, le webinaire porte le thème la résolution des conflits, stratégie et enjeux. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les conflits sont perpétuels. Chaque jour, il y a conflit. Et les conflits sont d'ordre divers. En famille, nous avons les conflits conjugaux entre mari et femme. Souvent, c'est chaud, il y a des conflits. À l'école, entre élèves enseignants, entre enseignants eux-mêmes, ou au service tout court, entre collègues, souvent il y a des conflits. Le conflit aussi, il peut opposer deux États. Nous vivons ça au quotidien. Quand vous écoutez l'actualité, le monde n'a pas de paix. Donc, je suis, comme l'a dit M. Rwamba, je suis docteur Mwende Aristide Sawadgo. Je suis spécialiste en gestion, prévention et résolution des conflits. Je suis expert consultant en médiation et management des crises. Je suis également formateur certifié en facilitation et arbitrage des différends internationaux. Donc, je vais présenter le module et ça sera suivi
d'échange. Mais d'abord, donner la parole à tout un chacun de se présenter pour que je puisse connaître le nom de tout un chacun. Je donne la parole à qui veut la prendre rapidement. Se présenter, dit son nom, son prénom et puis sa profession, si ça ne dérange pas. Oui. Je donne la parole à qui veut la prendre. S'il n'y a pas, je vais commencer par... Je vois M. Koura. M. Koura, prenez la parole. Ok, Augustine, allez-y. Allô? Augustine. Oui, Augustine Nana. Oui, allez-y. Je suis superviseur à ACEP Burkina. Ok. Enchanté, Madame Nana. Enchanté Monsieur aussi. Amadou. Merci bien, Madame Nana. D'accord. Monsieur Amadou. D'accord, moi je suis Amadou Ouedraogo, je suis étudiant à l'Université Joseph Kizerbo. Bonsoir aux formateurs, bonsoir à tous. Merci. Bonsoir à vous, Monsieur Amadou. Enchanté de vous connaître. Oui. Oui, allez-y, prenez la parole. Monsieur Maxime Ouedraogo, allez-y, prenez la parole. Monsieur Franck Atu. Monsieur Koura. Les autres également. Donc, on va traîner sur ça. Oui, allez-y, prenez, oui, allez-y, présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, vous avez levé la main, oui. Ok, moi c'est... Monsieur Christ. Ok, moi c'est Jean Ismaël, conseil juridique et fiscal au cabinet du fisc Burkina. Ok, enchanté, Monsieur Jean. Oui. Monsieur Sawargo, j'ai une proposition. Oui. Voilà, donc j'aimerais proposer. Oui, allez-y. Pour les présentations, on pourrait le faire à la fin. Par exemple, si à la fin de votre présentation, s'il y en a qui veulent prendre la parole, ou bien à la fin de la présentation, même, on pourrait demander aux uns aux autres de se présenter. D'accord. Voilà. Merci bien, Monsieur Romba. Oui, elle est bienvenue, elle est bonne. Merci bien. D'accord, merci beaucoup. D'accord, donc on va passer à la présentation. On va d'abord voir... Donc, dans un premier temps, nous allons voir les objectifs d'abord, ensuite la définition des concepts, puisqu'on ne peut pas parler de... D'accord. Donc, qui va me lire, s'il vous plaît, le premier slide? Vous voyez, j'espère. Est-ce qu'on peut zoomer ça? Zoomer. On va zoomer. D'accord. Je vais lire moi-même la définition des concepts et concepts. Le problème, c'est le constat d'un décalage entre une situation souhaitée et une situation constatée. Donc, c'est l'écart, le gap qu'on appelle problème. Le litige. Le litige est toute forme de contestation, de heurts, généralement portée devant une juridiction. Donc, ça devient litige lorsque on porte le heurt, lorsqu'on porte le problème devant une juridiction, ça devient un litige. Le besoin. Le besoin est un manque vital que l'on considère comme essentiel, exigeant né d'un sentiment de manque, de privation de quelque chose qui est nécessaire à la vie organique ou sociale. Donc, chacun de nous a des besoins.
La crise. On parle de crise. Ce sont les moments particuliers dans l'évolution d'un conflit, caractérisés par un changement soudain, une rupture dans l'équilibre des forces. Donc, on parle de crise. Donc, c'est le conflit qui devient crise. Quand le conflit évolue, il y a rupture dans l'équilibre des forces, on parle de crise. Du point de vue sanitaire, on parlera de manifestation soudaine ou aggravation brutale d'un état morbide. Crise d'appendicite. La crise est l'acmé d'un conflit, son paroxysme. Donc, quand le conflit atteint son paroxysme, on ne parle plus de conflit, mais on parle de crise. Elle est une flambée soudaine sur une courte durée. Donc, la crise ne dure pas. Quelqu'un peut me donner un exemple d'une crise que nous vivons actuellement, présentement, au Burkina? Par exemple, la crise qui oppose Dame Traoré à l'église des Assemblées de Dieu. Ça, c'est une crise. Actuellement, le cas de Chifra. C'est une crise que nous vivons actuellement. Étymologiquement, le mot conflit, il faut savoir que le mot conflit vient du latin conflictus. Et quand on parle de conflictus, ça signifie heurts, choc, lutte, attaque. À l'origine, il renvoie à une situation de lutte armée, donc de combat entre deux ou plusieurs personnes, organisations ou puissances qui se disputent un pouvoir. Par extension, le terme de conflit s'applique de nos jours à toute opposition entre les parties en désaccord. Donc, avant, c'était une lutte armée. Mais aujourd'hui, lorsqu'il y a un désaccord, on parle de conflit. Donc, une partie souhaitant imposer ses positions au détriment des attentes ou des intérêts de l'autre partie. Dès lors qu'il y a désaccord entre deux parties ou entre plusieurs parties, on parle de conflit. Lorsqu'on parcourt la littérature sur le sujet du conflit, on se rend compte de prime abord qu'il existe plusieurs définitions de cette notion. Donc, on va voir d'autres auteurs qui ont défini le conflit également. Dès lors, la manière la plus indiquée de la définir pourrait consister à analyser plusieurs points de vue d'auteurs ayant traité au plan militaire. Donc, nous allons voir les définitions des auteurs, comment certains auteurs définissent le conflit. Au plan militaire, c'est une guerre. C'est donc une situation de lutte armée. Qui parle de guerre, on voit les armes, de combat entre deux ou plusieurs pays ou groupes donnés. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, la situation sécuritaire, donc, nous pouvons parler de conflit. Nous allons revenir sur ça. Au plan militaire, donc, nous avons notre armée qui est en face des terroristes, des groupes armés. Donc, ça devient un conflit. Au plan psychologique, comme l'état d'un organisme soumis à des forces contradictoires, c'est-à-dire l'état de l'organisme soumis à l'action de motivation incompatible, pulsions et les interdits sociaux. Et selon le dictionnaire de sociologie, les conflits sont les manifestations d'antagonisme. Quand on dit antagonisme, il y a un contraire, c'est contraire. Ouvert entre deux acteurs. Au moins, ça peut être individuel ou collectif. Aux intérêts momentanément incompatibles quant à la possession ou à la gestion de biens rares, matériels ou symboliques. Toujours la notion du conflit. En d'autres termes, le conflit naît lorsque des acteurs en interaction ont des désaccords à partager des ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Donc, on parle de conflit lorsqu'il y a des accords. Et ces désaccords-là doivent porter forcément sur des ressources matérielles. Ça peut être d'ordre matériel. Quand je dis d'ordre matériel, je vais prendre le syndicat par exemple. Généralement, la Confédération des travailleurs, la CGT, la CGTB,
lorsque elle invite ses militants à gréver, par exemple, il y a les travailleurs constatent que la vie est très chère. Ils réclament, par exemple, une augmentation de salaire. La CGTB peut appeler ses militants à une grève. Puisque s'il n'y a pas de rupture entre gouvernement et syndicat, le syndicat peut décider de passer par des meetings, des grèves, obligé pour laisser sa religion pour vous suivre dans votre religion, ça devient un conflit, ça peut devenir un conflit. Et ici, le problème, c'est quoi? C'est immatériel. Nous avons vu des cas où le mariage n'a pas abouti parce que un conjoint est chrétien, l'autre est musulman. Ça n'a pas abouti. Donc, ça, c'est d'ordre immatériel. C'est une idéologie. Christine Masson dit que le conflit est une situation complexe, difficile, douloureuse, généralement synonyme de crise. Manifestation des tensions. Vous me recevez? Soit 5 sur 5. Désolé. Ok, désolé, c'est la connexion qui avait... On avait des soucis avec la connexion. D'accord. Donc, les caractéristiques du conflit de problème. J'espère que vous voyez l'écran. Le problème est mesurable. Donc, quand on prend un problème, on peut le mesurer. Tandis que le conflit est non mesurable. On ne peut pas mesurer un conflit. Le problème est observable. Tandis que le conflit est non observable. On ne peut pas. Le problème est un écart entre une situation existante et une situation souhaitée. Tandis que le conflit est une opposition. C'est un choc. Le problème génère une situation acceptable, tandis que le conflit éclate lorsqu'il y a accumulation d'insatisfaction, lorsqu'il y a trop de frustration, résultant d'un ou de plusieurs problèmes, c'est ça qui envoie le conflit. Et enfin, le problème est rationnel, tandis que le conflit est émotionnel. Le conflit est émotionnel. D'un autre point de vue, le conflit peut être défini comme étant un affrontement intentionnel entre des individus ou des groupes d'individus qui sont animés d'une volonté agressive, comportant une intention hostile. Cet affrontement peut amener les protagonistes à recourir à la violence pour briser la résistance afin d'essayer de maintenir ou retrouver un droit. En d'autres termes, le conflit est un désaccord, une lutte résultant d'une opposition de point de vue, d'intérêt ou de valeur. Tout à l'heure, j'ai pris le cas des religions. Ça, c'est un conflit de valeurs. C'est aussi le sens du propos Noli Okundiba. Par conflit, nous entendons les contradictions surgissant des différences d'intérêts, d'idées, d'idéologie, d'orientation, de perception et de tendance. Voici comment lui définit le conflit. Maintenant, nous allons voir les formes de conflit. Après avoir défini le conflit, nous allons voir les formes de conflit. Il faut dire qu'il y a le conflit a trois formes. Il y a la phase latente, la phase ouverte et la phase violente. Le conflit est dit latent lorsque les parties concernées par le problème sont mécontentes et la tension couvre entre elles. Donc, par exemple, je prends le cas de mari et femme, les conflits conjugaux. Lorsque le mari a fait une situation qui n'a pas plu à la femme, madame va commencer à bouder. Monsieur sait qu'il y a problème, mais la dame ne s'exprime pas. Mais on sait que
il y a problème. La nuit, elle tourne le dos, elle donne le dos à son mari. Donc, elle ne va pas s'exprimer, mais le mari, de par son comportement, le mari sait qu'il y a un problème. Ça, c'est la phase latente. Il y a une situation qui est là, il y a un problème, la tension est là, mais la tension couvre d'abord entre les parties. Le conflit devient ouvert lorsque les parties s'accusent mutuellement, ouvertement, et se rejettent la responsabilité des causes du conflit. Je prends toujours le cas des conflits conjugaux. J'ai pris le cas d'un monsieur et son épouse. Donc, après la phase latente, lorsqu'on va aboutir à la phase ouverte, madame peut dire à monsieur, le fait de rentrer à minuit, ça ne me plaît pas. Ça devient un conflit ouvert. Monsieur va aussi dire que, ah madame, le fait de mettre trop et de manger dans la sauce là ne me plaît pas aussi. Donc, chaque partie accuse l'autre. Le fait de ne pas me déposer l'eau chaque matin pour me doucher, voilà. Donc, chaque partie va accuser l'autre. Ça devient un conflit ouvert. Et enfin, le conflit devient violent lorsque les parties font recours à la violence, aux agressions, aux actes de destruction pour se rendre justice. Par exemple, lorsque monsieur gifle, toujours dans le cas des conflits conjugaux, lorsque monsieur gifle la femme, ça devient un acte d'agression, donc ça devient de la violence. C'est sûr aussi que madame va riposter, peut-être en prenant un pilon ou un couteau, ou voilà, je ne sais quoi. Voilà. Donc ça devient violent. Donc retenez qu'il y a 3 formes de conflit. Le conflit, il est latent d'abord. Ensuite, il devient ouvert. Et enfin, il devient violent. Les formes de conflit, les conflits les plus courants au Burkina Faso, ce qu'on rencontre généralement comme conflit dans notre pays, c'est d'abord les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Ça, c'est très fréquent. C'est un conflit qui oppose plusieurs agriculteurs et plusieurs éleveurs dont l'objet porte sur l'exploitation des ressources naturelles. Quand on parle de l'exploitation des ressources naturelles, c'est le pâturage, les herbes. Par exemple, en saison hivernale, lorsqu'il pleut, il y a la verdure, il y a le pâturage. Donc, et ça peut être la source d'un conflit entre éleveurs et agriculteurs, en lien avec l'agriculture et l'élevage. Nous savons également que c'est en saison hivernale que les paysans, les cultivateurs pratiquent l'agriculture. C'est en ce moment aussi qu'il y a le pâturage. Donc, si un éleveur, par mégarde, laisse ses animaux aller dévaster le champ d'un agriculteur, c'est sûr que ça va envoyer un conflit. Il y a le conflit foncier. Dans notre pays aussi, j'ai toujours dit que c'est une bombe à retardement. Le conflit foncier, c'est un conflit qui oppose 2 ou plusieurs personnes physiques ou morales sur la reconnaissance ou la jouissance d'un droit lié à la terre. Par exemple, il y a des familles, après le décès du vieux, du papa, ils ont vendu la cour et le partage de l'argent devient un problème à ce point, à tel niveau que même des frères ne se parlent plus. Donc, et si vous voyez, bien avant l'arrivée de ce pouvoir, il y avait les sociétés immobilières, tant bien même elles sont toujours là, qui achetaient les terrains des villageois, des hectares et des hectares. Mais je pense que ce régime-là, il y a un certain nombre d'hectares que tu ne peux plus dépasser. Ils ont essayé de recadrer à travers une loi pour encadrer les activités des sociétés immobilières. Parce que vraiment, et ils revendaient ces terrains-là cher. Ils achètent à vil prix les terrains des villageois et ils revendent cher, voilà, aux particuliers. Donc, et à cette allure, on ne va pas s'en sortir. Il y a aussi le conflit lié à la chefferie traditionnelle. C'est un conflit lié à la dévolution successorale d'un chef et opposant généralement 2 ou plusieurs personnes à 2 ou plusieurs autres personnes. Le cas récent, c'était le cas de Fadam Gourma, avec le roi Kumpengeli. Après la mort du roi Kumpengeli, donc Fada s'est retrouvé avec 2 rois. Il y a un qui s'est autoproclamé, il y a un qui devait prendre naturellement le trône. Donc celui qui s'est autoproclamé, donc, mais je pense que l'administration a pris une note pour reconnaître un seul roi. Mais est-ce que le problème est résolu? Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que il faut
travailler à résoudre ce problème-là. Là, selon certaines traditions, quand ton père ou ton grand-père n'a pas été chef ou roi, toi, tu ne peux pas prétendre à être chef ou roi. Voilà. Donc, c'est du père, dans certaines communautés, c'est du père au fils. Donc, il faut que le papa ou le grand-père soit roi. Toi aussi, tu peux prétendre à la chefferie. Mais si ce n'est pas le cas, tu ne peux pas. Mais malheureusement, de plus en plus, il y a des gens qui s'autoproclament. Quand bien même leur famille n'a rien à voir avec son papa ou son grand-père n'a pas été roi ou chef. Donc, le cas échéant, c'est le cas de Fadam Gourma. Le problème n'est pas résolu. Quand bien même l'administration a pris une note pour reconnaître un seul roi, mais ça pose souci. Parce qu'à tout moment, la crise peut revenir. Il y a le conflit intra-religieux. Quand on parle de conflit intra-religieux, c'est un conflit qui oppose deux ou plusieurs personnes ou groupes de personnes appartenant à la même communauté religieuse et dont l'objet porte sur la religion. Dans notre pays, nous avons vécu. Par exemple, il y a eu un conflit entre les musulmans, dans la communauté musulmane. Voilà. Il peut aussi avoir conflit dans la communauté chrétienne aussi. Donc, quand c'est au sein de la même religion, on parle de conflit intra-religieux. Après le conflit intra-religieux, ce qui est courant aussi dans notre pays, c'est le conflit interreligieux. C'est un conflit qui oppose deux ou plusieurs personnes ou groupes de personnes appartenant à deux ou plusieurs communautés religieuses distinctes et dont l'objet porte sur la religion. Par exemple, il y a eu un cas en 2019 à Pazani, et n'eût été l'intervention du président de l'Assemblée d'alors, M. Bala Sakandé, ça n'allait pas être simple. Un pasteur, je pense que c'est sur le terrain des musulmans que le pasteur est venu construire son église et ça a créé des soucis entre les deux communautés, la communauté musulmane et la communauté chrétienne. Et heureusement que l'ancien président de l'Assemblée, M. Bala Sakandé, il a vite fait d'intervenir pour calmer les différentes parties. Donc nous avons ces conflits-là, les conflits interreligieux. Donc quand on parle de conflits interreligieux, ça oppose deux religions différentes. Et quand on parle d'intra-religieux, c'est un conflit qui a lieu au sein d'une même communauté religieuse. Il y a le conflit interethnique. C'est un conflit qui oppose deux ou plusieurs ethnies ou deux ou plusieurs groupes ethniques. Actuellement, nous vivons ce cas-là au Burkina. Pas plus tard que la semaine, là de cela 2 semaines, ce qui s'est passé à Solenzo. Voilà. Ça, c'est un conflit interethnique. Ça s'est passé aussi à Yirgou, où des Mossis ont tué des peuples. C'est fréquent dans notre pays. Donc, un conflit interethnique, c'est un conflit qui oppose deux ou plusieurs ethnies à deux autres ou plusieurs autres ethnies. Il y a le conflit minier. C'est un conflit qui oppose soit les exploitants miniers, à savoir les sociétés immobilières et les populations, soit les orpailleurs et les propriétaires terriens. Ça peut également opposer les orpailleurs entre eux, ou encore les orpailleurs et les exploitants industriels dont l'objet porte sur l'exploitation minière. C'est très fréquent aussi. Par exemple, moi j'étais dans une zone Gorom-Gorom, j'ai servi à Gorom-Gorom, où il y a la Isakan Ayamgold, la plus grande société minière du Burkina se trouve là-bas. Il y a eu un problème. Les fils de la localité se plaignaient comme quoi la mine ne les emploie pas suffisamment. Il n'y a pas de poste pour eux. Ils ont voulu réclamer des postes. Ils se sont mobilisés pour aller brûler la mine. Et le blanc, le Canadien, n'est pas là à cause de nos beaux yeux. Il est là pour ses intérêts. Il a fait appel à la sécurité et je pense que ça a dégénéré, ça a mal tourné. On a même enfermé des gens, on a fait des jugements. Donc, nous vivons ces cas-là. Ça peut être aussi des orpailleurs qui reprochent à la mine de vouloir les chasser et puis prendre occuper leurs espaces. Donc, à tout temps, il y a un conflit minier. Il y a aussi les conflits politiques. Au Burkina, nous vivons ce cas, notamment la conquête du pouvoir, la gestion du pouvoir. Voilà. En moins de 2 ans, nous avons eu, en moins de 5 ans, en moins de 2 ans, nous avons eu 2 régimes. Voilà. Celui du
le président Damiba, qui a fait 8 mois, on l'a chassé, et le MPC est devenu au pouvoir. Donc, nous avons permanemment un conflit politique dans notre pays. Et quand vous prenez l'histoire de notre pays, depuis 1960 jusqu'à nos jours, on fait face à de récurrents coups d'État. Voilà. Lorsqu'on prend l'histoire, en 1966, il y a eu l'insurrection, il y a eu le soulèvement populaire qui a chassé le président Maurice Yamiro. En 80, un coup d'État. En 82, un coup d'État. En 83, un coup d'État. En 84, un coup d'État. En 87, un coup d'État. En 2015, récemment, en 2022. Donc, nous vivons ce conflit politique dans notre pays. Il y a aussi le terrorisme. On ne peut pas parler de conflit et occulter le terrorisme. L'extrémisme violent, la radicalisation. Depuis 2015, nous sommes dans ce cercle vicieux de conflit, de terrorisme. Depuis 2015, et des morts chaque jour avec ces lots de morts, de blessés, ainsi de suite. Après les conflits courants, nous allons voir les causes. Donc, les causes sont liées à l'exploitation des ressources naturelles et à la gestion du foncier, notamment la mauvaise délimitation des aires du pâturage. Par exemple, le conflit entre éleveurs et agriculteurs, c'est ça. C'est le fait qu'on n'a pas délimité clairement les zones de pâturage. Donc, l'éleveur ne sait pas où il doit se limiter. Il n'y a pas une délimitation claire. Il y a la mise en culture des espaces pastoraux, la faible disponibilité des terres par rapport à la forte demande. Il y a les difficultés d'application des tests portant RAF. RAF, c'est la réforme agraire et foncière. La cohabitation entre plusieurs droits, accaparement des terres. Je parlais des sociétés immobilières qui s'accaparent des terres des villageois. Par les plus nantis. Il y a également les agro-businessmen qui s'accaparent aussi des terres. Il y a aussi les causes administratives. Vous savez que l'administration rime avec l'injustice, les frustrations, sont des causes des conflits. Les causes politiques, les causes économiques, les détournements, la corruption, ce sont des causes propices pour des conflits. Socio-culturelles, religieuses, notamment le dysfonctionnement de l'administration, la politisation et la lenteur dans le traitement de certains dossiers. Donc, au sein de l'administration, qui parle de l'administration, parle de lenteur administrative. Par exemple, le cas de la justice, un dossier peut faire 2 ans, 3 ans sans jugement. C'est maintenant avec ce régime qu'ils essaient d'accélérer les jugements. Il y a la politisation de l'administration. Il y a eu un moment, au niveau des services, il fallait avoir la carte du parti au pouvoir pour pouvoir être chef de service. Si tu n'as pas cette carte-là, tu ne peux pas espérer être chef de service. La mauvaise répartition des ressources de l'État. Voilà. Donc, on voit qu'il y a certains qui sont extrêmement riches, d'autres sont extrêmement pauvres. Et ça envoie des conflits. L'effritement des valeurs sociales et culturelles. La politisation de la chefferie traditionnelle. Le fait que les chefs, tout récemment, je pense que c'est l'Assemblée législative de transition, vous dit que au chef de choisir. Si tu veux entrer en politique, tu dois renoncer à ta chefferie. Et je pense que ça, c'est un très bon test. Parce qu'un chef qui rentre en politique, c'est pas bien. Nous savons que la politique en Afrique rime avec la démagogie. Et ce qui est contraire aux valeurs de chef, la chefferie. D'accord. Donc, ou bien encore un chef qui rentre en politique, on va l'appeler pas son vrai nom. Or que dans la tradition Mouaga, on ne doit pas appeler un chef par son nom. Mais dès lors qu'il est député, on va l'appeler par son vrai nom. Il y a aussi l'intolérance, la montée du fondamentalisme religieux. On a parlé tout à l'heure de la radicalisation. Il y a le comportement de certains hommes politiques tendant à l'instrumentalisation des populations. Je pense que c'est Abbas Ouedraogo qui avait dit que lui, en 2020, il allait avoir les élections parce qu'il est musulman, il est moussi aussi. Donc ça, ce n'est pas des hommes politiques, ce sont des politiciens. Et non politique ne doit jamais tenir ce genre de discours-là pour diviser les Burkinabés entre eux. Ce sont des politiciens qui cherchent le pouvoir, qui n'ont pas de vision,
qui veulent manipuler la population. Les principaux conflits de conflits. Retenez qu'il y a deux types de conflits. Je ne veux pas trop m'attarder sur ça. Il y a les conflits de situation et les conflits de personnes. Les conflits de situation portent sur un ou deux aspects suivants. Tous les aspects suivants, les valeurs. Donc, quand un conflit porte sur des valeurs, par exemple la religion, ça devient un conflit de situation. Les besoins, les priorités, les choix, les critères. C'est la confrontation de deux valeurs, de deux croyances, de deux idées différentes. Donc, lorsque nous avons un conflit de situation, c'est un conflit qui oppose des valeurs, des croyances, des idéaux différentes. Donc, mais la relation à l'autre n'est pas en cause. Quant au conflit de personnes, il résulte d'une mésentente entre deux personnes. Donc, quand il y a une mésentente entre deux personnes, on parle de conflit de personnes. Se traduisant par des discours discriminatoires, négatifs, diffamants et publics. Voilà, lorsque on dénigre quelqu'un publiquement, ça peut envoyer des conflits. La personnalité de l'autre est remise en cause. Lorsqu'on traite l'autre on le dénigre publiquement, on remet en cause sa personnalité, cela envoie des conflits. L'autre n'est plus apprécié positivement. Préjugé sur l'autre. Cumul de plusieurs conflits de situation, jamais évoqués ou mal résolus avec l'autre. Légitimation d'appartenance de qualification. Par exemple, actuellement, il y a beaucoup de préjugés sur les peuples. On dit que non, les terroristes sont des peuples. Non, ça c'est une erreur. Mais tous les peuples ne sont pas des terroristes. Ça aussi, il faut le reconnaître. Donc, ce sont des préjugés qu'on fait au peuple. C'est des propos à bannir. C'est des propos à bannir parce que ça n'apaise pas la situation. Nous allons voir la typologie des conflits. Retenez qu'il y a les typologies, nous avons le conflit intrapersonnel. On parle de conflit intrapersonnel lorsque c'est un déchirement intérieur, un conflit avec soi-même, face à un choix qui s'impose. En somme, c'est un conflit cognitif. Et quand on parle de conflit cognitif, la cohésion, c'est tout ce qui est pulsion, les conflits moraux, les conflits de rôle. Lorsqu'un individu s'en veut, c'est un conflit intrapersonnel. Il y a le conflit interpersonnel. Le conflit interpersonnel, il oppose deux individus ou davantage, ça peut être plusieurs individus aussi. C'est un conflit d'objectifs, c'est un conflit d'intérêt, c'est un conflit de pouvoir, c'est un conflit cognitif, c'est un conflit d'identité, c'est un conflit d'idéologie, c'est un conflit affectif, c'est un conflit de comportement. Donc, quand on parle d'interpersonnel, c'est un conflit qui oppose au moins, je dis bien au moins, au minimum 2 personnes. Il peut y avoir 3, 4 personnes. Par exemple, quelqu'un qui ne s'entend pas avec son voisin, c'est un conflit interpersonnel. Quelqu'un qui ne s'entend pas avec ses collègues au service, c'est un conflit interpersonnel. Il y a également le conflit intragroupe ou intra-organisationnel. C'est intragroupe, c'est une coquille, c'est intra, c'est pas inter. Le conflit intragroupe ou intra-organisationnel, il provient des heurts suscités par l'organisation du groupe ou de l'entreprise. Le conflit horizontal, un conflit vertical, un conflit interculturel, intergénérationnel, conflit lié à la surface des responsabilités, conflit lié relatif au rôle ou sexe. Tout à l'heure, je parlais le cas de Chifra, c'est un conflit intragroupe, c'est un conflit intra-organisation, c'est entre eux. Ce sont des protestants, c'est entre eux. Donc ça, c'est un conflit intra-groupe, c'est un conflit intra-organisationnel. Il y a le conflit interorganisationnel. Il oppose 2 organisations ou davantage. Vision divergente, revendication de la différence, existence de contradiction, de forces opposées. Lorsque ça oppose 2 organisations différentes, on parle de conflit interorganisationnel. Donc, en récapitulatif, il y a 4 typologies de conflit. Le conflit intrapersonnel, le conflit interpersonnel, le conflit intra-groupe et le conflit ou intra-organisationnel
et le conflit interorganisationnel. La structuration du conflit. Donc, pour aller un peu vite parce qu'il est 17 h, pour permettre aux auditeurs de poser des questions, je vais résumer ici. Retenez qu'en ce qui concerne la structuration du conflit, il y a deux structurations du conflit. Il y a ce qu'on appelle les conflits constructifs, ce que j'ai mis en gras, et les conflits destructifs. Conflit constructif, ça améliore les relations. Et conflit destructif, c'est comme son nom l'indique, ça détruit. Par exemple, je prends le cas du Rwanda. Après le génocide de 1994 qui a opposé les Hutus aux Tutsis, les Rwandais ont su tirer les leçons de ce génocide-là et se sont mis au travail. Aujourd'hui, le Rwanda est un modèle. En Afrique, le Rwanda est un modèle en termes de développement. Il y a des experts même de Burkinabé qui partent au Rwanda pour des cas d'études, des voyages d'études, pour aller s'imprégner du développement rwandais. Or que si on pose la question au président Paul Kagame, lui dit que ce n'est rien d'autre que les idéaux de Thomas Sankara qu'il a mis en pratique dans son pays. Donc, le conflit rwandais, après le génocide, le cas rwandais, après le génocide, c'est un cas constructif. Dans le couple aussi, au sein du couple, lorsqu'il y a une situation, un problème, un conflit, et que chacun, par exemple, monsieur qui rentrait à minuit, maintenant il y a eu un conflit avec sa femme, il rentre à 19 h, ça c'est un conflit constructif, parce qu'il y a eu voilà, ça va améliorer leur relation. Voilà. Lorsque madame aussi ne déposait pas l'eau à son mari les matins, et qu'il y a eu un conflit, et que chaque matin madame dépose l'eau, ça améliore les relations, et ça c'est un conflit constructif. À l'opposé, ce sont les conflits destructifs. Les conflits qui n'arrangent pas, qui n'améliorent pas les relations, ça c'est un conflit destructif. Voilà, donc voici les objectifs des conflits constructifs. C'est placer les buts du groupe avant les objectifs personnels. Donc, on met le groupe en avant. L'individu n'est rien sans le groupe. Voilà. Donc, le groupe d'abord, le groupe prime sur l'individu. Il y a aussi l'un des objectifs des conflits constructifs, c'est d'améliorer le niveau des évaluations. C'est être une source de production d'idées créatives. C'est de permettre le réexamen des opinions et des buts. Ça permet l'accroissement des prises de risques, ça renforce la cohésion du groupe. Voilà. Parce que lorsqu'il y a conflit, entre monsieur et madame, monsieur va savoir ce que madame n'aime pas, madame aussi va savoir ce que monsieur n'aime pas, et ça va améliorer la cohésion. Ça va renforcer davantage leur lien. Donc, les conflits destructifs, c'est tout ce qui ne construit pas. On va aller un peu plus vite parce qu'on n'a pris pas le temps. Voilà. Maintenant, les conséquences des conflits. On va terminer par là. On a vu les causes. Maintenant, les conséquences. Les conséquences négatives. Surtout les conséquences négatives. La dégradation de l'écosystème lié au déplacement massif des populations. Aujourd'hui, le Burkina vit ça. Avec les personnes déplacées internes, il y a un accroissement de la population dans certaines zones. Lorsque vous arrivez, quelqu'un me disait qu'à Kaya, la population même s'est multipliée par 3 ou même par 4. Voilà, donc ça crée vraiment une dégradation de l'écosystème. L'environnement prend un coup. Il y a les dépenses militaires exorbitantes. Notre pays vit ça. Les travailleurs du public et du privé, on coupe 1% de leur salaire pour le fonds patriotique, pour l'effort de paix. Voilà. Quand vous achetez des unités, des mégas, vous faites le réabonnement Canal+, la boisson, tout, il y a des taxes. Il y a un certain pourcentage qu'on reverse au fonds de soutien patriotique. Parce que l'équipement militaire coûte cher, le matériel militaire coûte cher. Quand vous voulez faire la guerre, il faut les moyens. Et l'État burkinabé, donc la cherté de la vie, les gens supportent, les gens font des efforts parce qu'ils voient que en entrée, il y a des armements que l'État paye. Il y a même la dotation en tenue militaire. Nous voyons que de plus en plus, les militaires sont bien équipés en termes de matériel. Les drones, tout ça, ça coûte cher. Il y a le tissu économique fragilisé. Le tissu économique est fragile. Les entreprises se plaignent. Les commerçants se plaignent. Les fonctionnaires se plaignent. L'argent ne circule pas. Donc, l'économie, le tissu économique est très fragile aujourd'hui. Il y a des entreprises même qui se ferment.
ou qui se sont fermés, ou qui ont mis la clé sur le paillasson, ils ont déjà fermé. Donc, parce que le tissu, c'est très dur, le contexte actuel est très difficile en termes financiers. Il y a l'aspect sanitaire. Lorsque les populations se déplacent, cela va engendrer, par exemple, les maladies, certaines maladies. Voilà. Donc, il y a des maladies sur le plan sanitaire, il y a des maladies, des épidémies. Le plan social, c'est dramatique. Les morts, en une décennie, en 10 ans, ce que le conflit, si on doit estimer réellement ce que le terrorisme a causé à notre pays sur le plan social, mais c'est inestimable. Des milliers de morts, des veuves, des orphelins, des gens même qui peuvent plus, qui sont devenus invalides, qui ont perdu 2 yeux, qui ont perdu un œil, qui ont perdu un pied, un bras, qui sont devenus invalides à cause du terrorisme. Le plan culturel des chefs de village ont fui leur localité, là où ils faisaient ces sacrifices, ils ne peuvent plus faire encore. Parce qu'ils sont venus les menacer, ils sont partis et il a tout laissé, il a tout abandonné là-bas. Il ne peut plus faire ses sacrifices sur son hôtel. Sur le plan culturel, il y a conséquences. Sur le plan politique, il y a conséquences. Sur le plan humain, je parlais tout à l'heure du plan des morts, des blessés, des veuves, des orphelins, des veufs aussi. Donc tout ça, ce sont des conséquences négatives que nous vivons au quotidien. Et ces conséquences sont liées notamment au terrorisme dans notre pays. Et pour terminer, pour prendre un exemple sur le tissu économique qui est fragilisé, je disais tout à l'heure que j'ai fait Gorom. Avant 2015, l'avènement du terrorisme, les Blancs venaient nombreux à Gorom parce qu'il y a des sites, la Made aussi, le musée Oubero, les dunes de sable, c'est vraiment merveilleux quand on voit ça. Les Blancs venaient, les hôtels marchaient, les auberges, la restauration, le transport, les guides. Mais à partir de 2015, avec les premières attaques, les Blancs ne venaient que par escorte. S'ils sont escortés, qui y viennent. En ce moment, qu'est-ce que les auberges, certaines auberges ont commencé à se fermer. La restauration ne marche plus. À l'heure là, ça ne marche pas. Certains guides même se sont suicidés parce qu'il n'y a pas de boulot. Ils se sont retrouvés au chômage. Donc, voilà les conséquences. Donc, il est 17h08. Je vais retourner la parole à 17h09 maintenant au modérateur pour faire un résumé et puis prendre les questions. Monsieur Ramba, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Sawadro, pour cette brillante présentation. Nous avons pris du plaisir à vous écouter et je vais maintenant faire un petit résumé de ce que vous avez dit avant de prendre les questions. Donc, nous avons d'abord abordé une petite introduction du thème la gestion des conflits. Après cela, nous avons fait une clarification des concepts à travers la mise en contexte, la mise en situation du terme litige, besoin et crise. Après cela, nous sommes rentrés dans le vif même de la notion de conflit à travers la définition du conflit sous différents angles. Nous avons pris l'angle militaire. Bon, ça c'était même le sens étymologique même du mot conflit. Ensuite, nous sommes allés sur l'angle psychologique et enfin, nous avons fait une définition sociologique du conflit. Après cela, nous avons fait une distinction entre le conflit et le problème. À l'issue de cela, nous avons donné les acteurs, les enjeux et les conditions qui sont nécessaires à l'existence d'un conflit. Et de cela aussi a découlé les différentes formes de conflit, qu'ils soient latents, ouverts ou violents. Donc, après cela, nous avons fait une mise en situation dans le contexte même du Burkina Faso. Nous avons présenté les différents types de conflits rencontrés au Burkina Faso. Bon, on a pris l'exemple du conflit entre les agriculteurs et les éleveurs.
Nous avons pris aussi l'exemple du conflit lié à la chefferie traditionnelle. Ensuite, nous avons pris l'exemple des conflits fonciers, les conflits interreligieux, interethniques et les conflits miniers. Maintenant, nous sommes posé la question de savoir quelle est la cause de ces conflits. Et M. Sawadgo nous a fait savoir qu'en fait, il y a plusieurs causes de ces conflits-là. Et de façon résumée, il y a eu l'identification les ressources naturelles. L'utilisation et l'exploitation des ressources naturelles est l'une des causes de ces conflits. Et aussi, il y a les facteurs administratifs, politiques, socio-économiques, culturels et religieux. À la suite de cela, nous avons évoqué les différentes typologies de conflits qu'il peut y avoir. Et maintenant, à ce sujet, nous avons vu les conflits de situation et les conflits de personnes, des conflits interpersonnels, des conflits intragroupes, des conflits intergroupes, des conflits intra-organisationnels et interorganisationnels. Sur le plan de la structuration, nous avons retenu que l'analyse de la structure du conflit est fonction de l'organisation ou du groupe concerné. Après cela, nous avons vu toutes les conséquences que le conflit pourrait engendrer et nous avons essayé de donner des ébauches de solutions pour traiter ces conflits, les prévenir, déjà les prévenir et les traiter si la prévention n'a pas été observée. Donc, de façon résumée, c'est, sauf erreur de ma part, c'est les points sur lesquels nous nous sommes entretenus avec M. Sawadgo. Donc, je vais passer la parole maintenant à qui veut la prendre pour les questions. Donc, je précise que pour les questions, il s'agit de lever la main si vous voulez prendre la parole ou bien de poser la question dans le chat. Monsieur Sawadgo, avec votre permission, je vais donner la parole à qui veut la prendre pour les questions. Merci bien, Monsieur Ramba. Ok, Monsieur Amadou, vous avez la parole. Alors, bonsoir, monsieur. Alors, je suis Ouedraogo Amadou. Je profite pour remercier vraiment monsieur Sawadgo pour sa présentation qui est vraiment de qualité. Ça nous a permis de comprendre un peu ce que c'est que les conflits. Et mon bonsoir également au modérateur pour le travail de synthèse qui nous a permis en tout cas de faire un retour, un récapitulatif sur ce qui a été dit. Alors, pour ce qui concerne ma question, je voudrais demander sur quelles sont les bases de classification des conflits. Est-ce qu'il existe des bases sur lesquelles on peut classifier les conflits? Parce qu'à un moment donné, j'étais un peu perdu quand on a parlé de la typologie des conflits. Je ne sais pas s'il y a des bases de classification. Voilà, c'était ça ma question. Merci. D'accord. Monsieur Sawadgo, vous avez compris la question de Monsieur Ouedraogo Amadou? J'ai bien compris. D'accord. Donc, on va vous laisser le soin de lui procurer les éléments de réponse. D'accord. Merci bien, Monsieur Ramba. Merci bien, Monsieur Ouedraogo Amadou, pour cette brillante question, cette belle question. Il faut dire que les conflits, on peut les classifier.
Parce qu'un conflit ne survient pas comme ça. Il y a des signes d'abord, des éléments qui annoncent un conflit. Et en parlant de classification, il y a 3 étapes. Le conflit a 3 niveaux. D'abord, il y a la phase latente. J'ai parlé de ça. Et j'ai même pris le cas d'un conflit conjugal où on va sentir dès les premiers moments que Madame boude. Quand il y a une situation qui se présente, Madame boude. Mais elle ne va pas vous dire clairement ce que vous avez fait. Mais vous savez qu'à travers son comportement, elle n'a pas l'habitude de faire ça. Par exemple, la nuit, elle rentre, elle tourne le dos. Donc, ça, c'est une situation latente. Le conflit est là, mais il est latent. Et vous aussi, vous l'observez. Vous observez votre épouse. Voilà. Ça, c'est un conflit latent. Maintenant, il va évoluer. Quand il va évoluer, il sera un conflit ouvert. En ce moment, madame va vous dire, ah, vous rentrez à minuit, vous rentrez à 2 heures du matin. Vous aussi, vous allez dire, tu ne me déposes pas l'eau. Tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Chacun accuse l'autre. Ça devient un conflit ouvert. Parce que ici, chaque partie s'exprime. Et enfin, le 3e niveau, c'est la violence. Le conflit est violent. Donc, les acteurs même s'en viennent, ils vont s'agresser. Il y a agression. Par exemple, monsieur gifle madame. Quand madame dit, tu rentres à minuit, à 2 heures, à 3 heures, monsieur qui n'est pas content gifle la dame, ça devient un conflit violent. Et là, madame va essayer aussi de riposter. Donc, ça devient un conflit violent. Donc, voici les bases de classification des conflits. D'abord, il est latent. Il évolue pour être un conflit ouvert. Et du conflit ouvert maintenant, c'est la violence, c'est l'escalade. Voilà. Voici les bases de classification du conflit. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, M. Ouedraogo. Oui, c'est parfait, je comprends. J'ai très bien compris les réponses que vous avez apportées. Mais par ailleurs, est-ce que les parties au conflit, et la durée du conflit, le contexte, l'intensité, les conséquences là, tout cet ensemble-là, est-ce que on ne peut pas les utiliser pour pouvoir permettre une classification d'un conflit comme ça? Parce que comme vous en avez cité plusieurs, le conflit intercommunautaire, bon, en parlant d'agriculteurs éleveurs, le conflit minier, le conflit interethnique, le conflit religieux et autres, est-ce que ces éléments-là ne peuvent pas permettre de classifier un conflit? Ça, bon, dans un premier temps. Bon, je vais également abonder sur un autre point. Bon, je m'attendais également à avoir des réponses par rapport à la gestion. Comme on a parlé de gestion des conflits, je m'attendais à avoir vraiment une ouverture sur la gestion. Comment se fait la gestion de façon pratique, voilà, des conflits, quel que soit le type. Merci. D'accord. D'accord. Je peux répondre? Oui, allez-y. Allez-y. D'accord. Merci bien, monsieur le modérateur. Merci bien, monsieur Ouedraogo. Il faut dire qu'un conflit, il n'y a pas un conflit mineur, un conflit majeur. Tous les conflits s'équivalent. Lorsque vous prenez la meilleure manière, c'est de gérer le conflit avant qu'il ne naisse. Sinon, s'il naît, les conséquences peuvent être dommageables. Un conflit interethnique est aussi grave qu'un conflit politique. Un conflit politique est aussi grave que le terrorisme. Le terrorisme est aussi grave qu'un conflit interreligieux. Donc, le mieux serait de ne pas laisser le conflit naître. Lorsque vous savez qu'il y a une situation qui n'est pas ça, les acteurs doivent chercher rapidement la solution. Sinon, dès que ça génère, on ne sait pas comment, on ne peut pas imaginer les dommages. On ne peut pas. Par exemple, en 2014, le président Blaise Compaoré qui a voulu forcer pour modifier la Constitution, vous voyez ce qu'il a mis, là où il a mené le pays.
les casses, des pertes en vies humaines. Vous voyez les conséquences de ça. Mais s'il avait refusé de modifier l'article 37, on ne serait pas arrivé à ce niveau. Et aujourd'hui, il y a des gens même qui marchent avec des balles dans leur corps, toujours, qui attendent d'être évacués à l'extérieur. Vous voyez? Donc, un conflit, il n'y a pas de conflit mineur, il n'y a pas de conflit majeur. Tous les conflits s'équivalent. Pour revenir maintenant, là, vous avez très bien fait de me rappeler, je voulais dire ça verbalement, quand bien ce n'est pas écrit. La gestion, il y a 3 manières, vous pouvez noter ça, hein. Il y a 3 manières de gérer les conflits. Premièrement, il y a les tribunaux, les palais de justice. Lorsqu'il y a un problème, il y a un conflit, vous pouvez décider d'aller vous plaindre, d'amener le problème en justice. Les juges vont trancher. Là-bas, on tranche. On va dire qui a raison, qui a tort. Là, c'est une manière de gérer le conflit. Tout comme aussi, vous pouvez faire appel aux marques. Les marques ou les marques. M, grand A, grand R, grand C. Les marques, c'est quoi? Le M, là, ça veut dire mécanisme. Le grand A, ça veut dire alternatif. Le grand R, de résolution. Le C, des différents, des conflits. Certains disent marques, il y a D à la fin. Si ce sont les marques, c'est la même chose. Ce sont les mécanismes alternatifs de résolution des différents. Différents avec un DS. Si ce sont les marques, c'est la même chose en fait, quoi. Ce sont des synonymes. Donc, et on parle de marque ou marque, par exemple la médiation, par exemple l'arbitrage, par exemple la facilitation, par exemple la négociation. En 2008, et sous le régime de Blaise Compaoré, il y a eu un moment où on qualifiait Blaise Compaoré de facilitateur. Il a fait la facilitation dans la crise ivoirienne. Il a également été facilitateur dans la crise togolaise et même au Mali, dans la crise malienne, il a été facilitateur. Vous voyez? Donc, c'est une manière de résoudre aussi le conflit. Il y a la médiation aussi. Au lieu que vous envoyez l'affaire en justice, vous pouvez saisir un médiateur. Et le médiateur, lui, c'est une tierce personne. Il va essayer de concilier les parties. Ce sont les parties même qui vont trouver elles-mêmes les solutions. Le médiateur ne va pas imposer sa solution. La solution viendra des 2 parties et les 2 parties vont appliquer. Comme les décisions viennent d'elles, elles vont appliquer. Ça, c'est une manière aussi. Et ça, c'est à l'amiable. C'est à l'amiable. Tandis qu'au niveau du tribunal, non seulement la procédure est longue, il y a des affaires de 5 ans, 10 ans, 20 ans même. Par exemple, l'affaire de Thomas Sankara, qui a été assassiné en 87, le 15 octobre 87. L'affaire n'a été jugée qu'en 2019 sous Roch Christian Kabore, plus de 30 ans après. Ça, c'est une procédure judiciaire. Ça prend du temps. Norbert Zongo, ça n'a pas été jugé depuis 1998. Donc, la justice, la procédure judiciaire est très lente, très longue, c'est coûteux. Quand vous partez en justice, il faut prendre un avocat, se faire assister par un avocat, ce n'est pas gratuit. Tandis que la médiation et les relations aussi, quand le juge va prononcer la sentence, c'est sûr qu'il y a une partie qui sera frustrée. Tandis que la médiation, il n'y a pas ça. Les parties, c'est à l'amiable, on va sauvegarder les relations. Les parties vont sauvegarder les relations. Et enfin, il y a la force légitime incarnée par l'État. Par exemple, lorsqu'il y a grève à l'université Joseph Kizerbo, qu'est-ce que l'État fait? L'État envoie par exemple les policiers pour venir mater. Ça, c'est une autre manière aussi de résoudre les conflits. Et quand la police n'arrive pas à gérer, on envoie la gendarmerie. C'est le 2e niveau. Et quand la gendarmerie n'arrive pas à gérer la crise, on envoie l'armée. C'était le cas en 2014, lors de l'insurrection populaire. On a envoyé la police, la gendarmerie. À un moment donné, c'était les bérets rouges. Et qui ont tiré à balles réelles. Et cela a fait des morts. Donc, voici les 3 niveaux. La justice, les tribunaux. Il y a aussi la médiation, les marques, les mécanismes alternatifs de résolution des conflits. Et quand on parle de marques, c'est médiation, c'est facilitation, c'est arbitrage,
c'est la négociation, c'est la conciliation, tout ça, là, on met ça dedans. Et enfin, il y a la force légitime incarnée par l'État. Ça, c'est la gendarmerie, la police, l'armée. Donc, voici la gestion, comment on gère des conflits. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, M. Ouédraogo. Oui, ça va, c'est bon pour moi. Vraiment, merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Je vous en prie, M. Ouédraogo. Monsieur Sawadro, moi-même, j'ai une question. Oui, allez-y, monsieur le modérateur. Voilà, ça, c'est concernant le mode de résolution des conflits. Je vois qu'il y a plusieurs façons de résoudre un conflit. Tout à fait. Maintenant, moi, j'aimerais savoir, est-ce que il n'y a pas une façon de résoudre les conflits et de le résoudre de façon à ce que, en fait, ce conflit ne se reproduise plus jamais? Oui. Est-ce que je sais pas si vous avez... Oui, je comprends votre question. Voilà. D'accord. Si je prends l'exemple d'un conflit, par exemple, né d'une frustration, par exemple, une frustration d'étudiants, qui sortent et qui font la grève. Ok. Maintenant, selon la procédure, on va essayer d'entamer des négociations avec eux. Tout à fait. Maintenant, quand la négociation, je précise que, en fait, les étudiants en question, ils vont sortir, comme ils sont mécontents, ils vont commencer à marcher sur, vous voyez comment ça se passe dans nos pays. Tout à fait. Voilà, donc, ils vont commencer on va faire une première approche qui est la négociation avec les responsables des étudiants et ou leurs représentants. Maintenant, si cette approche n'a pas marché, forcément, il y aura une autre approche parce que déjà, si ça n'a pas marché, les manifestations vont continuer. Tout à fait. Donc, à ce niveau, il faut qu'eux aussi ils prennent des mesures pour que... Donc, je suis sûr qu'à un certain moment, la force va intervenir. Maintenant, si la force intervient, à partir du moment où les étudiants n'ont pas la force pour contrecarrer quand même, s'opposer à la force là, ils seront obligés de se résigner et d'accepter la situation. Mais derrière, moi je vois qu'en fait, cette situation-là, il y aura une frustration qui sera là parce que le mécontentement là n'est pas parti. Tout à fait. Donc, à ce niveau, je vois qu'en fait, c'est un conflit qui peut être projeté pour plus tard. Par exemple, ils peuvent se résigner le temps de s'organiser ou bien le temps de grandir en nombre et de revenir en force. Tout à fait. Par exemple, pour un cas comme ça, comment on peut résoudre de façon définitive ce conflit? D'accord. Merci bien, monsieur le modérateur, pour cette belle question. Monsieur Amadou? Oui, c'était pour apporter une contribution. Ok, allez-y. Par rapport à son inquiétude, c'était pour une petite contribution, si vous permettez. Allez-y, monsieur Ouédraogo. D'accord. Alors, c'est pour dire que quand un problème naît, généralement, quand on cherche à parvenir à la solution le plus rapidement possible, on se bute naturellement à des obstacles. Alors, tout à fait. Quand le problème il est né, il faut suivre des méthodes pour pouvoir atteindre à une résolution. Si par exemple le problème est né à l'université, je prends le cas de l'université dont il a pris comme exemple. Si le problème est que malheureusement on ne l'analyse pas pour comprendre les causes profondes
du conflit, naturellement que la solution qu'on va apporter ne sera pas adaptée, elle ne sera pas viable, elle ne sera pas fiable et le problème va ressurgir. Quand même les alternatives qu'on va trouver, à la longue, le problème va ressurgir. Parce que quelqu'un qui a la dengue et qu'on lui administre des médicaments de palu, naturellement on aura une période d'accalmie juste un temps, mais le problème n'est pas résolu. Donc, le plus souvent, ce qu'on évite de faire, c'est d'aller en profondeur pour creuser, pour comprendre. Et dès lors qu'on parvient à avoir les causes profondes, les causes immédiates du conflit, on pourra apporter des traitements, pour pouvoir parvenir à une solution durable. Et comme généralement on utilise des outils pour le faire, il y a des outils qu'on utilise le plus souvent pour pouvoir analyser le conflit et pour pouvoir trouver la solution qui s'adapte, quoi. Bon, c'est juste une petite contribution. Merci bien, monsieur Ouedraogo. C'est pas une petite contribution, une grande contribution même. Merci bien, monsieur Ouedraogo. Monsieur Ouedraogo a répondu partiellement en disant qu'il faut analyser les causes profondes. Par exemple, généralement, quand j'étais étudiant, je faisais partie de l'ANEB, l'Association nationale des étudiants du Burkina. Chaque fois dans la plateforme revendicative, on souligne l'insuffisance des amphithéâtres. Chaque fois, on parle de décongestionner le rue, le restaurant universitaire. Il y a entre autres ces revendications. Mais qu'est-ce que l'État fait? L'État ne fait pratiquement rien. Donc, c'est le cumul, comme M. Ouedraogo l'a dit, c'est le cumul de toutes ces causes-là qui envoie cette situation de conflit-là. Mais si on avait résolu les problèmes, par exemple, on avait construit suffisamment d'amphithéâtres, on avait construit beaucoup de rues, on mettait les étudiants à l'aise, je pense pas qu'il y aurait conflit et qu'il n'y a pas de retard académique. Je pense pas qu'il y aurait pas de conflit. Mais lorsque on accumule les problèmes, à un moment donné, on va dire merde et c'est ça qui devient conflit. Donc, pour revenir à votre cas, je vais même prendre l'exemple au niveau politique, sous Roch-Marc Christian Kaboré. Les attaques étaient vraiment, on ne peut pas faire une semaine sans qu'il y ait 3-4 attaques. Et chaque fois, c'est un policier, 2 gendarmes, comme de militaires qui sont tombés. Chaque semaine, c'était comme ça. Il y avait des OSC, certaines OSC qui appelaient à manifester. Qu'est-ce que le régime MPP faisait? C'est d'envoyer très tôt. Par exemple, si généralement les OSC là se rencontraient à la place de la nation. Qu'est-ce que le PDS faisait? Le PDS et le maire, soit il interdit la marche, soit rapidement on envoie la gendarmerie ou la police venir occuper, par exemple, la place de la nation. Vous pensez que ça, c'est résoudre le problème? Ce n'est pas résoudre le problème. Et qu'est-ce qu'il a fait? Roch-Marc Christian Apache, il n'a pas résolu le problème et finalement, c'est ça qu'il a emporté. Ce n'est pas les militaires qui l'ont chassé parce qu'il était incapable de résoudre le problème. Voilà. Donc, le fait de fuir la situation, ça ne va pas vous arranger. Le mieux, c'est d'affronter. Lorsqu'il y a une crise, lorsqu'il y a un conflit, il faut accepter, affronter le conflit. Il faut accepter, affronter la crise. Et comme M. Ouedraogo l'a dit, il faut d'abord analyser les causes qui ont envoyé ça de façon profonde. Et après l'analyse de ces causes-là, il faut appeler les acteurs. Par exemple, les étudiants là. Normalement, même le président même de l'université ne doit même pas les rencontrer. C'est le ministre même de l'enseignement supérieur et la richesse scientifique qui doit les rencontrer. Rencontrer les représentants de ces étudiants-là. Parce que tous les étudiants ne peuvent pas aller là-bas, mais au moins, les étudiants des associations, des clubs, voilà, on peut désigner quelques représentants pour aller. Le ministre doit chercher même à rencontrer ces représentants d'étudiants-là. Les écouter, il faut une écoute active. Les laisser s'exprimer. Ils vont dire, ils vont exposer la situation, ils vont poser les problèmes. Et le ministre écoute, il prend note. Ça même, c'est déjà une situation de soulagement pour ces étudiants, le fait de les écouter. Au lieu d'envoyer la force, dans la gendarmerie ou la police, on les écoute là. Ça, c'est déjà un soulagement. Ensuite, le dialogue. Le ministre doit dialoguer avec ses étudiants, ses représentants d'étudiants là. Un dialogue franc et sincère. Là, en prônant la communication. Ça ne doit pas être là le seul cadre même. Ils doivent créer
un cadre de concertation permanente, peut-être qu'il peut se réunir une fois par mois, ou une fois 2 mois, ou 3 mois, que ce soit de façon permanente. La communication doit être permanente entre le ministre et puis les représentants d'étudiants. Et il y aura aussi des décisions. À l'issue de ça, il y aura des décisions qui seront prises. L'État doit respecter. Si l'État a décidé de construire des amphithéâtres, il doit respecter sa parole en construisant des amphithéâtres. Si l'État a décidé de réduire le retard académique, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour résoudre le retard académique. Ainsi de suite. La part aussi des étudiants, les étudiants aussi doivent respecter les décisions qui seront prises là-bas. Et quand chaque partie, chaque acteur respecte sa décision, vous allez voir qu'on va taire à jamais ce conflit-là. Mais lorsqu'on se rejette la balle, les étudiants disent l'État a fait ça, l'État dit les étudiants ont fait ça. Nous sommes dans un cycle, voilà, de ping-pong. Donc, chaque acteur rejette l'autre et la responsabilité est à l'autre acteur. On ne va jamais sortir de là. Et en cas de conflit, éviter de faire la force, d'imposer la force. Quand les étudiants manifestent, la première des choses, ce n'est pas d'envoyer la police ou la gendarmerie. Non. Ça même, on reporte la crise en fait. On ne résout pas la crise. Parce que d'un moment à un autre, ça va revenir encore, la crise va revenir. De la même manière, c'est d'analyser les causes profondes, c'est d'instaurer un climat de dialogue, un climat de communication franc et sincère entre les acteurs. Et chaque acteur, à l'issue de la rencontre là, ou des rencontres, chaque acteur devait respecter ses décisions. C'est la meilleure manière de taire à jamais ces conflits-là. Voici ce que je pouvais apporter comme contribution. Vraiment, la notion de conflit c'est très important. En une seule séance, on ne pourra pas achever tous les paramètres. Par exemple, moi, je prends 4-5 jours. Parce que pour dérouler les modules, voilà, je prends 3, 4, 5 jours. Donc, en une seule séance de 1h30, 2 heures, on ne pourra pas achever tout, on ne pourra pas tout épuiser. Si vous êtes intéressé, on peut me reprogrammer pour notre session de 3, 4, 5 jours pour que je puisse vraiment dérouler tous les modules et vraiment poser toutes les questions. Je vous retourne la balle, Monsieur Ramba. Vous avez la parole. D'accord, merci beaucoup pour les éléments de réponse. Je crois que je suis très satisfait des réponses. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question. Voilà. Madame, Monsieur Balima, vous avez la parole. Oui, bonsoir. Si vous m'entendez, déjà féliciter aussi bien l'expert Savadogo et ses collaborateurs pour cette séance déjà. Alors moi, ce que je voudrais ajouter, c'est dans la mesure du possible, tenant compte également de la disponibilité du docteur Savadogo, de prévoir une autre séance qui sera cette fois-ci intégralement consacrée à la gestion des conflits. Voilà, ça dit que cet après-midi, on a bien assimilé tout ce qui est relatif à la typologie du conflit, les différentes manifestations également de conflit. Maintenant, si on pouvait avoir une séance intégralement consacrée à la gestion des conflits, je pense que ce serait la bienvenue, quoi. En tout cas, merci et encore bravo à vous. Merci. Merci, Monsieur Balima. Je suis disponible. Donc, la balle est dans le camp maintenant des organisateurs. Oui, des premiers responsables du cabinet. Oui, Monsieur Balima. Oh non, ce sont des erreurs de manipulation. Hein. En fait, j'ai tenté juste de baisser la main. D'accord. Donc, je suis disponible pour cette séance. Le premier responsable maintenant du cabinet de me programmer pour cette séance. Monsieur Ramba, vous avez la parole. D'accord. Je ne sais pas s'il y a des questions qui sont restées en suspens. Ou bien il y a des questions, il y a des gens qui ne sont pas satisfaits. Ou bien si les réponses aux questions ont suscité d'autres questions.
Bon, il n'y a pas de questions. Je vais regarder dans le chat s'il n'y a pas de questions aussi. Donc, dans le chat, il n'y a pas de questions. Monsieur Balima, vous pouvez poser votre question. Oui, voilà, une question. Est-ce qu'il existe des outils ou des techniques appropriées pour la gestion de conflits dans le milieu, spécifiquement dans le milieu en entreprise, en entreprise, dans le milieu professionnel, je veux dire en entreprise. Parce que dans la typologie, j'ai cru saisir qu'il y a plusieurs types de conflits, mais spécifiquement en entreprise, quels sont les, s'il en existe bien sûr, les outils auxquels on pourrait se référer pour régler les conflits qui peuvent survenir dans ce milieu. Merci. D'accord. Merci bien, Monsieur Balima. Oui, je dirais oui, il y a des outils pour parvenir à la résolution d'un conflit dans une entreprise. Lorsqu'il y a un conflit, quand on parle, une entreprise ne peut pas fonctionner sans conflit, parce que dans la mesure où c'est un regroupement de personnes, forcément il y aura des conflits. Et l'un des outils, c'est l'oignon. Vous voyez l'oignon? L'oignon est fait de couches. Il y a plusieurs couches. Donc, lorsqu'il y a un conflit aussi au niveau de l'entreprise, vous devez chercher, par exemple, quand on enlève la première couche de l'oignon, il y a une seconde couche encore. Quand on enlève la seconde couche, il y a une troisième couche jusqu'à atteindre le noyau. Ça veut dire, lorsqu'il y a un conflit au sein de l'entreprise, vous pouvez prendre la technique de l'oignon. Ça veut dire, vous cherchez à décortiquer qu'est-ce qui a envoyé ce conflit-là. Il y aura des gens qui vont vous dire ceci ou cela. Vous prenez ça en compte. Mais vous-même, vous menez vos enquêtes pour trouver le noyau. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Par exemple, un conflit d'insatisfaction au lit, par exemple. Je prends un conflit conjugal. Madame n'est pas satisfaite de monsieur. Lorsqu'il y a un conflit, elle ne va jamais dire que c'est l'insatisfaction sexuelle, mais elle va dire que non, le monsieur rentre à minuit, à 2 heures, à 3 heures du matin. Ça, ce n'est pas la vraie raison. Lorsqu'on va creuser, on va chercher à savoir, elle va aller dire maintenant que c'est l'insatisfaction, en réalité, c'est l'insatisfaction sexuelle, c'est la poussée dans, voilà, qui a envoyé ce conflit, par exemple. Mais au tout début, elle ne va pas accepter de dire la vraie raison. Donc, en entreprise aussi, c'est la même chose. Vous devez enlever la première couche, par exemple. Il y aura des raisons qu'on va vous avancer. Mais ces raisons-là ne doivent pas être des raisons suffisantes. Vous-même, vous devez chercher à creuser, à savoir la vraie raison, le vrai motif du conflit au sein de l'entreprise. Et dès lors que vous détectez le vrai motif, vous apportez des solutions adéquates, vous allez voir que l'entreprise va marcher à merveille. Mais dès lors que vous n'arrivez pas à identifier la vraie raison, le vrai motif là, c'est peine perdue. Parce que les raisons qu'on va vous donner, qui ne sont pas les vraies raisons, vous allez tenter de résoudre, mais est-ce que ça serait définitif? Je ne pense pas. D'un moment à un autre, l'entreprise encore peut tomber dans l'erreur, dans ce conflit-là. Je prends le cas de la crise Chifra. Il faut qu'on identifie la vraie raison et qu'on trouve une solution à ça. Sinon, la crise peut revenir encore à tout moment. Je ne sais pas si... En plus de l'outil oignon, il y a l'iceberg. L'iceberg s'apparente un peu à l'oignon parce que l'iceberg, c'est un condensé de glace. On voit seulement la petite partie au niveau de la mer. Il y a une petite partie qui se présente. Tandis que la grosse partie est sous l'eau. Par exemple, en entreprise aussi, cette technique aussi marche. Par exemple, la petite partie qui est visible là, ça ne peut pas résoudre le problème. Il faut chercher la grosse partie qui est sous l'eau là. La vraie raison n'est pas dévoilée. Il faut chercher à identifier cette raison-là et à résoudre, à apporter
des réponses adéquates à cette raison pour pouvoir remédier le problème. Sinon, ça serait peine perdue. Oui, monsieur Balima. Oui, je suis satisfait des réponses. Déjà, c'est bien. Hein. Je retiens que déjà, c'est à travers la méthode de Loignan, chercher à identifier le noyau de la cause réelle du problème. Tout à fait. Donc, c'est exactement ça, quoi. En tout cas, vraiment, merci encore pour le partage. C'est vraiment pertinent et c'est un thème d'actualité également. Tout à Parce fait. que au quotidien, hein, comme vous l'avez dit, il y a pas, là où il y a les hommes, il y a nécessairement, il y aura nécessairement les conflits. Et donc, Tout à fait. si on peut déjà appréhender comment les résoudre, déjà, je pense que c'est une très bonne chose. Encore merci à vous, merci également au cabinet Fidali pour l'initiative, qui est d'ailleurs encouragée parce que ce sont des connaissances que vous partagez de façon gratuite. Et ça, vraiment, ça mérite vraiment, en tout cas, encouragement et reconnaissance, quoi. Merci encore à vous. Merci. Merci, M. Balima. Oui, M. Ramba. Oui, M. Sawadou. À vous la parole. D'accord. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions qui sont toujours en suspens. Parce que l'heure est en train d'avancer. À mon niveau, non. D'accord. Est-ce que il y a d'autres intervenants qui voudraient prendre la parole? Parce que nous sommes en train d'avancer résolument vers 18 heures. Donc, s'il n'y a pas de questions en suspens, d'accord, je crois que nous sommes en train de tirer vers la fin. Tout à fait. Donc, que dire après cette belle présentation? Nous sommes très édifiés par la qualité, nous avons été édifiés par la qualité de la présentation. Nous avons... Monsieur Ramba. Oui. Monsieur Ramba. Oui, monsieur Sawadou. Avant de dire votre mot de fin, j'aimerais ajouter une petite précision. D'accord. Allez-y. C'est d'encourager les participants à vraiment s'outiller, à se former en médiation, en gestion des conflits. Parce qu'aujourd'hui, il y a les ONG. Ça va ouvrir beaucoup de portes. Il y a des ONG qui font des recrutements pour gérer des situations de conflit au sein des ONG. Il y a aussi que vous pouvez même ouvrir votre propre cabinet, comme les avocats. Par exemple, aujourd'hui, la notion de médiation n'est pas encore très développée comme au Sénégal, en France, mais c'est en train de venir. Le dernier conseil de ministre de 2024, le ministre de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala, a parlé de médiation judiciaire. En justice, on fait faire la médiation judiciaire au lieu d'un prix. À un moment donné, la médiation sera en vogue au Burkina ici. Et je vous invite vraiment, en ce moment, vous pouvez ouvrir, si vous avez des connaissances dans ce domaine, vous pouvez ouvrir des cabinets de consultation comme les avocats. Et ça paye bien, ça nourrit bien son homme. Et il y a d'autres également, d'autres opportunités, même au sein de votre entreprise, si vous avez des notions, vous-même, vous pouvez gérer les conflits. Donc, je vous invite vraiment à vraiment s'outiller, à se former, à profiter de ces sessions-là, comme vous l'avez fait ce soir, pour vraiment bien vous former. Parce qu'il y a tellement d'opportunités. C'est ce que je voulais ajouter. Monsieur Ramba. Monsieur Sawadou. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter simplement. D'accord. Donc, merci beaucoup pour ces conseils. Bon, nous vous rassurons que vraiment, nous allons nous former dans le domaine
pour essayer de saisir les opportunités qui pourraient quand même découler de cette formation. Donc, je disais que c'est vraiment de dire merci parce que cette formation, elle est quand même essentielle parce que de nos jours, nous sommes, le conflit est le quotidien de chacun, que ce soit dans le monde professionnel, que ce soit dans la vie familiale, que ce soit dans nos relations avec nos parents, que ce soit dans toutes nos situations, vraiment, il y a toujours des collusions, des conflits. Donc, cette formation, ce webinaire est vraiment venu à point nommé et nous saluons quand même la qualité de la présentation. Nous saluons la clarté des réponses que vous avez apportées et bon, il y a eu quand même des zones d'ombre. Et nous vous disons merci pour votre disponibilité et pour l'accompagnement que vous témoignez au cabinet et bon, au Café des Alliés. Donc, s'il n'y a pas de questions qui sont restées en suspens, nous allons dire merci à tout le monde, à tout un chacun, d'avoir dégagé un peu de temps pour participer à ce webinaire et souhaiter un bon début de week-end, une bonne rupture aux musulmans, bon, et aux chrétiens aussi, un bon chemin de croix aux chrétiens. Et je ne sais pas si M. Savadro a quelque chose à dire. Non, vous avez tout dit. C'est de remercier les participants seulement. D'accord. Donc, merci à tout le monde. Au revoir à tout un chacun. On se retrouve, Inch'Allah, le vendredi prochain pour le prochain webinaire. Donc, sur ce, je crois que je peux déclarer clos le webinaire, le 32e webinaire sur la gestion des conflits. Merci beaucoup, Monsieur Rwamba, pour votre modération efficace et merci beaucoup à Monsieur Savadro pour sa brillante formation et on espère qu'on va l'avoir encore pour d'autres sessions. D'accord. Avant de terminer, j'aimerais seulement dire que chez nous également à Fidalé, nous avons quelques formations qui sont payantes. Par exemple, demain, nous avons une formation sur la fiscalité des entités à but non lucratif qui coûte 25 000 et courant semaine prochaine, nous avons une formation sur l'organisation comptable et l'élaboration des états financiers dans les petites et moyennes entreprises. Ça coûte également 25 000 qui va se tenir entre le 4 et le 5. Donc, sur ce, je souhaite à toutes et à tous un bon week-end et également une bonne fin du mois de Ramadan à toutes et à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain webinaire.